Bonjour à toutes et à tous. Pour nombre d'entre vous qui me connaissent à travers la biophysique savent la manière dont je fonctionne. 11 grands systèmes ou ensemble d'organes participent à une liste commune et précise de fonctions. Le système digestif, le système cardiovasculaire, endocrinien, immunitaire, nerveux, le système reproducteur, le système respiratoire, tégumentaire, urinaire, squelettique et musculaire. Dans ce module, 4 seront développés par 3 enseignants différents. Tout ce que vous devez savoir sur ce module est déposé à votre intention sur l'espace grande fonction de la plateforme e-campus de l'université. Si vous êtes des étudiants régulièrement inscrits à ce module, une fois connectés grâce à votre login et votre mot de passe, vous aboutirez en cliquant sur « Accéder » à cette unité d'enseignement. Cet espace vous donne accès aux cours sonorisés, aux planches détaillées, aux notes de cours, aux polycopiés de TP, aux quiz d'entraînement, aux travaux dirigés et à de nombreuses autres fonctionnalités qui vous prépareront le plus possible à l'examen final. Comme je vous l'ai déjà dit, vos activités dans cet espace sont scrupuleusement suivies par les outils du logiciel. Temps de connexion, page regardée, exercices faits, devoirs et comptes rendus déposés, etc. Vous n'êtes donc pas isolé et livré à vous-même. Les conditions d'enseignement étant ce qu'elles sont actuellement, vous devriez fournir encore plus d'efforts par vous-même pour valider ce module. Ce n'est pas parce qu'on est à distance que l'on doit se contenter du minimum. Un forum est disponible dans cette plateforme, un trombinoscope de votre promotion, un mailing correctement établi entre nous maintiendra le contact à chaque instant. Alors surtout, n'hésitez pas à poser des questions, l'équipe pédagogique de ce module est à votre disposition. En ce qui concerne la physiologie respiratoire, en plus de l'espace grande fonction de e-campus, je vous ai mis 2 autres espaces web également hébergés dans notre université. L'espace PAGB, où vous trouverez énormément d'informations concernant la fonction respiratoire, à utiliser bien entendu sans modération, et également un espace EXAO. L'EXAO, c'est l'expérimentation assistée par ordinateur, vous avez déjà fait ça en biophysique, dédié aux travaux pratiques. Nous sommes en train de voir quel TP vous allez faire qui ne nous expose pas les uns et les autres à attraper le virus. On ne peut plus faire le TP respiratoire comme on le faisait les dernières années avec les épreuves d'effort des étudiants. Donc, une fois le TP établi, vous serez informé en temps voulu. Également, vous avez mon adresse mail académique que vous pouvez utiliser à votre guise. Quel est le plan du cours? Après une brève introduction, nous allons parler de l'anatomie du système respiratoire dans un premier temps, comment l'architecture du poumon, c'est-à-dire sa forme dans l'espace, contribue-t-elle à sa fonction. Nous parlons également de ventilation, comment les gaz arrivent jusqu'aux alvéoles, la diffusion des gaz, comment ces gaz traversent la barrière alvéolo-capillaire, R100, comment se fait la circulation pulmonaire, le rapport entre la ventilation et la perfusion, c'est-à-dire comment les débits gazeux vont se combiner de manière à former une répartition uniforme au niveau des vaisseaux sanguins, comment les gaz sont transportés, quel est le véhicule qui permet d'acheminer ces gaz vers les tissus périphériques, et puis le TD concernera les échanges gazeux, la régulation nerveuse des échanges gazeux respiratoires. Chacun sait que le tabagisme est un véritable fléau de l'humanité. Outre la dépendance au tabac, le tabagisme est responsable de nombreuses maladies, dont plus d'une dizaine de cancers différents et de maladies cardiovasculaires,
que ce tabagisme soit actif ou passif. Le tabagisme, vous savez, est la première cause de mortalité évitable dans le monde, ce qui fait un problème majeur de santé publique. Mais ce que je vous montrerai, à chaque fois que c'est possible, pourquoi fumer est anti-physiologique. Le tabagisme perturbe de nombreux facteurs dont nous parlerons en détail lors de ce cours. D'abord, quelques définitions concernant le milieu extérieur et le milieu intérieur. L'intérieur de nos poumons, ce n'est qu'en fait que le milieu extérieur. De la même manière que le tube digestif, de la bouche à l'anus, ce n'est que du milieu extérieur, même si c'est à l'intérieur de nous-mêmes. De même que la vessie, le vagin, ce sont que l'intérieur de ces organes n'est que le milieu extérieur. Que ce soit le système digestif, le système pulmonaire ou la filtration rénale, ce n'est en fait que des échanges d'organes, de substances entre le milieu extérieur et le milieu intérieur constitué des sangs et des cellules sanguines et le plasma. En effet, au niveau pulmonaire, c'est les échanges gazeux CO2, O2 entre le milieu extérieur à l'intérieur de nos poumons et le milieu intérieur, le milieu sanguin. Le système digestif, c'est les échanges de nutriments et l'épuration des matières non absorbées ou épurées, de la même manière que le système rénal, c'est-à-dire les déchets organiques de notre organisme sont filtrés et éliminés par le système rénal constitué de néphrons. La lumière du néphron n'est que le milieu extérieur, même si c'est à l'intérieur de nos reins. Alors, à quoi sert la respiration? La respiration est en fait une fonction qui permet de transformer l'énergie chimique en différentes autres énergies par l'organisme. L'énergie transformée, c'est de l'énergie chimique, mécanique ou thermique. Donc l'énergie chimique issue de nos aliments, par exemple le glucose, c'est un aliment qui permet de fournir l'énergie chimique transformée par le système de l'organisme qui va nous donner différents types d'énergie qui nous serviront. L'énergie chimique, par exemple, pour la digestion ou pour l'enzymologie, l'énergie mécanique pour que l'on puisse bouger, l'énergie thermique pour la thermorégulation. Mais le problème, c'est que lorsque l'on fait des efforts physiques, certains paramètres physico-chimiques ou physiologiques, comme la respiration, vont être modifiés. Et ceci de manière réflexe, c'est-à-dire sans qu'il y ait une intervention volontaire. Donc tout cela est hautement bien régulé, hautement bien dirigé. Alors, qu'est-ce que la respiration? Une définition de la respiration, quel est son objectif? C'est d'amener l'oxygène, et en fait l'oxygène, je vous rappelle, l'oxygène ce n'est que l'atome d'oxygène, nous ici nous parlerons de dioxygène, O2 qui est un gaz, c'est en fait le but de la respiration est d'amener l'oxygène, le dioxygène à toutes les cellules de l'organisme, c'est ce qu'on appelle l'approvisionnement en oxygène. Et ceci, pas n'importe comment, en fonction de leurs besoins. Si une cellule n'a pas besoin d'oxygène, il n'y aura pas un apport d'oxygène pour cette cellule. Au contraire, si une cellule a besoin de plus d'oxygène, l'organisme lui fournira, l'approvisionnera en fonction de ses besoins. Mais la ventilation sert également à prendre en charge ce déchet qui est le dioxyde de carbone, le CO2. C'est un déchet. Lorsqu'il reste dans l'organisme, il peut le mettre en péril, c'est-à-dire il peut provoquer une mort cellulaire. Donc ce déchet doit être rapidement éliminé de l'organisme. C'est ce qu'on appelle l'épuration. Épuration, ça vient de épurer, rendre pur. Deux significations
de la respiration sont à noter. D'abord du point de vue du cellulariste. Le cellulariste, c'est la personne c'est l'enseignant ou le chercheur qui travaille en biologie cellulaire, le cellulariste. Ou bien du point de vue du biochimiste. La respiration, c'est qu'en fait, c'est un ensemble de réactions métaboliques de l'oxygène avec des substances énergétiques dans l'organisme qui vont permettre de fournir l'énergie chimique, thermique ou mécanique et d'éliminer des déchets. Donc c'est ça l'origine une signification de la respiration. Par exemple, un physiologiste animalier, lui, voit en la respiration une étude de l'organisme comme un système d'échange gazeux entre les cellules et le milieu extérieur. C'est ce que nous allons nous attacher à voir dans ce cours. Comment l'organisme reçoit le dioxygène nécessaire aux cellules et comment il va rejeter le dioxyde de carbone produit par les cellules. Alors vous savez tous, et vous avez vu tous, le cycle de Krebs. La respiration en tant que cellulariste, si je suis une personne qui travaille en biologie cellulaire ou un biochimiste, pour moi, la respiration, c'est en fait une oxydation des substrats, des aliments par exemple, dans une cellule. Voici, vous avez devant vous le schéma d'une mitochondrie. Pourquoi une mitochondrie? Parce qu'on voit parfaitement les pores de la mitochondrie. Et en fait, c'est une paroi mitochondriale. Si nous ingérons du glucose, c'est-à-dire si nous mangeons des aliments sucrés, ce glucose va être pris en charge par la cellule animale, il va traverser de manière passive la paroi, la membrane cytoplasmique, on va le retrouver dans le cytoplasme, ici en bleu ciel. La glycosylphosphatase va transformer une partie du glucose en glycogène et une autre partie en pyruvate. Le pyruvate ainsi formé au niveau de la cellule, ça vous l'avez vu en biochimie, va traverser la paroi mitochondriale et se retrouver à l'intérieur de la mitochondrie en tant que pyruvate. Il ne va pas subir aucune transformation. C'est un passage, c'est un transport passif. Le pyruvate est pris en charge par le cycle de Krebs. Il va être transformé en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA va faire un certain nombre de turnovers pour pouvoir éliminer un déchet métabolique, le CO2, le dioxyde de carbone. Donc, avant même de parler d'oxygène, le glucose ingéré va d'abord être transformé en déchet métabolique, le CO2, qu'il faudra bien sûr éliminer assez rapidement. Dans le cycle de Krebs, vous savez, il y a des coenzymes qui vont également intervenir pour utiliser le NAD+, le transformer en NADH, le SH+, ou le FAD va être transformé également, FADH2 va être transformé en FAD. Vous avez ici un ensemble d'oxydoréduction. Cet ensemble d'oxydoréduction est le catalyseur de la réaction ADP plus PI. L'adénosyl phosphate plus PI va nous donner de l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est de l'énergie. Donc le glucose, finalement, grâce au cycle de Krebs, grâce aux opérations d'oxydoréduction, va nous donner de l'énergie. Mais cette énergie n'est fournie que lorsque l'on fournit à la cellule de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction en présence d'oxygène. Cette présence d'oxygène, grâce à la chaîne respiratoire dont on va parler un moment, va nous donner de l'ATP, mais également de l'eau, H2O métabolique. Tout ça, vous l'avez vu dans le cadre de la
de la biochimie et dans le cadre du cycle de Krebs, de la cascade d'oxydoréduction du cycle de Krebs. Donc le glucose va fournir de l'ATP, de l'eau métabolique, mais également un déchet métabolique, le CO2. Si on ingère des protéines, des acides aminés, ces acides aminés vont rentrer par transport passif directement par diffusion passive directement dans la mitochondrie, ils vont intégrer le cycle de Krebs via soit le pyruvate, soit l'acétyl-CoA directement, et nous donner exactement les mêmes processus chimiques. Si nous ingérons des acides gras, par exemple, des lipides, de la même manière, vous avez à l'intérieur de la mitochondrie les réactions de bêta-oxydation des acides gras. Ces acides gras vont intégrer eux aussi le cycle de Krebs et ils vont nous donner de l'ATP, de l'eau métabolique et des déchets métaboliques. Alors que l'on ingère du sucre, des lipides ou des acides aminés, au bout du compte, nous avons de l'énergie, adénosine triphosphate, de l'eau métabolique, un déchet métabolique, le CO2, mais en utilisant l'oxygène. Voici pour un biologiste, un cellulariste ou un biochimiste la définition, la signification de la respiration. Rapidement, le cycle de Krebs, vous l'avez déjà vu, je vous le rappelle dans cette diapositive, ça passe de l'acétyl-CoA au citrate, isocitrate, etc., jusqu'à, ça fait ce qu'on appelle des turnovers. Un certain nombre de turnovers nous fabriquent du CO2, du dioxyde de carbone. Et en fournissant un certain nombre de molécules d'ATP via l'oxydation du cycle de Krebs. C'est en fait ce qu'on appelle la chaîne respiratoire qui existe aussi bien en physiologie animale qu'en physiologie végétale. Vous avez une cascade d'oxydoréduction. Ces cascades d'oxydoréduction passent directement à la fabrication de l'eau métabolique en utilisant de l'oxygène avec une stoichiométrie de 1,5. Cette cascade d'oxydoréduction, c'est en fait un transport électronique. Ce transport électronique, vous le savez, c'est un courant. Il passe de moins 0,32 volts à plus 0,82 volts, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez une différence énorme due à la chaîne respiratoire en énergie potentielle. Le cycle de Krebs est également observable au niveau de la membrane plasmique. Vous avez les cascades d'oxydoréduction des seconds messagers, NADH+, plus H+, va nous donner finalement, au bout du compte, grâce au coenzyme Q et grâce au complexe 1, 3 et 4, vont nous donner de l'oxygène qui va être utilisé pour fabriquer de l'adénosine triphosphate. Vous avez ici un schéma animé qui correspond à la fabrication de l'adénosine triphosphate grâce au cycle d'oxydoréduction via le coenzyme Q du cycle de Krebs. Idem pour la cellule végétale comme pour la cellule animale. Pour la cellule végétale, c'est le chloroplasme qui est stimulé par l'énergie lumineuse et qui nous donne la cascade d'oxydoréduction. Et au niveau de la cellule animale, c'est la mitochondrie. L'ensemble nous fabrique de l'adénosine triphosphate en consommant de l'oxygène et nous fournissons du dioxyde de carbone et de l'eau métabolique. C'est la respiration végétale via les thylakoïdes, mais ça vous l'avez déjà vu. Je vous le rappelle simplement qu'au niveau physiologique, la respiration également se passe au niveau cellulaire. Alors à quoi sert l'oxygène? Il sert à plusieurs choses en même temps. Si on le combine aux aliments, il va nous donner par oxydation, je n'ai pas dit oxygénation, j'ai dit oxydation,
de la chaleur, de l'énergie et de l'eau métabolique que l'on vient de voir maintenant. Mais quand on le combine au carbone produit par les aliments, il va nous donner par oxydation de la chaleur, de l'énergie et ce déchet qui est le CO2. Alors deux grandes valeurs, deux grandeurs sur lesquelles je voudrais insister, c'est l'intensité respiratoire, grand I petit r en indice, et le quotient respiratoire, grand Q petit r. Qu'est-ce que c'est que ces deux grandeurs de mesure des échanges gazeux? L'intensité respiratoire, par définition, elle est considérée comme le volume d'oxygène absorbé ou le volume de CO2 émis. Je répète, volume, donc des millilitres, volume d'oxygène absorbé ou volume de CO2 émis par unité de masse et pendant une unité de temps. C'est l'intensité respiratoire. Le quotient respiratoire, lui, est défini comme un rapport de deux volumes. Donc, le quotient n'a pas d'unité, puisque c'est le rapport de deux volumes, on simplifie. Il est défini, le quotient respiratoire, grand Q petit r, est défini comme le rapport du volume de dioxyde de carbone rejeté, parce qu'on rejette du CO2, par rapport à ce qu'on a absorbé en gaz, c'est l'oxygène, pendant le même temps. Donc deux définitions, intensité respiratoire et quotient respiratoire, sont deux valeurs, deux grandeurs qu'il faudra connaître. Par exemple, si nous ingérons, c'est-à-dire si nous mangeons des produits sucrés, ils se transforment au bout du compte en glucose, C6H12O6, auquel on rajoute de l'oxygène, vont nous donner, grâce au cycle de Krebs, du CO2 et de l'H2O métabolique. Si nous équilibrons cette équation, il nous faut 6 molécules de O2 pour nous donner, avec une molécule de glucose, pour nous donner 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules H2O. Quel est le quotient respiratoire? Nous avons vu que le quotient respiratoire était défini comme un rapport de volume ou un rapport stoichiométrique ici. Quotient respiratoire, 6 CO2, donc au numérateur de la fraction, vous avez du CO2. Donc 6 pour le CO2, et au dénominateur de la fraction, vous avez de l'O2. Donc sur 6, ça fait un quotient respiratoire de 1. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on mange des matières sucrées, toutes ces matières sucrées, je répète, toutes ces matières sucrées servent dans la respiration cellulaire. Toutes les matières sucrées servent puisque vous avez un rapport de 1. Il n'y a pas de perte. Toutes les matières sucrées servent pour la respiration. Par contre, si on mange des lipides, ici vous avez un lipide, un palmitate, CH3, CH2, N fois COH plus de l'oxygène, va nous donner du CO2 plus de l'H2O, mais ça vous le savez, mais il faut combien d'oxygène? 26 molécules d'oxygène et 18 molécules vont fournir 18 molécules de CO2 et 18 molécules de H2O si elles sont combinées à un palmitoïde, l'acide palmitique par exemple, puisque vous avez 16 molécules dans la chaîne polycarbonique. Quel est le quotient respiratoire? 18 sur 26, ça nous fait un rapport de 0,7, c'est-à-dire 70% des lipides que l'on consomme nous servent dans la respiration, 70%. Alors les autres, à quoi ils servent? Eh bien, ils servent tout simplement, les autres lipides servent à la constitution des membranes, par exemple, par un apport lipidique externe de l'organisme. Certains acides gras rentrent dans la composition de nos structures lipidiques, membranaires ou autres. Mais sauf 70% de nos lipides servent pour la respiration. Les protéines, 80% dans le quotient respiratoire est de 80%. Donc vous voyez une relation étroite liée entre la respiration et l'alimentation.
une alimentation équilibrée permet de fournir énormément permet énormément de fournir l'énergie nécessaire. Alors pour mesurer cela, vous avez anciennement un système qu'on appelle un système de mesure du quotient respiratoire et de l'intensité respiratoire, un système fermé. Prenons un animal que nous mettons dans une cage, dans une enceinte hermétique, c'est-à-dire qui est dans les entrées et les sorties sont contrôlées. Nous allons lui fournir, grâce à une bouteille d'oxygène, de l'oxygène pur, O2. L'animal va respirer, de l'oxygène bien sûr qu'on va lui fournir, mais il va rejeter et de l'oxygène, et du CO2, et de l'eau métabolique. Il faudra mesurer tous ces gaz, parce que l'eau métabolique, en fait, elle est éliminée par la vapeur. Quand on parle, on élimine énormément d'eau. Comment est mesuré tout cela? Grâce à une pompe, nous pouvons aspirer cet air et le faire barboter grâce à un ensemble de tuyauteries adéquats dans un ensemble de petits récipients. Le premier qui contient de l'acide sulfurique, H2SO4. L'acide sulfurique a pour rôle d'absorber de l'eau. Donc l'eau, quand il est en présence d'acide sulfurique, il est absorbé, il est fixé. Dans les premiers récipients, nous allons fixer de l'eau, mais l'eau ne nous intéresse pas, puisque ni dans le quotient respiratoire, ni dans l'intensité respiratoire, nous avons l'eau qui intervient. Par contre, le bullage va bien sûr éliminer dans ces récipients fermés avec un bouchon en liège et qui communiquent avec d'autres récipients, nous avons d'autres récipients qui contiennent de la potasse, KOH. La potasse a pour rôle de fixer le dioxyde de carbone. La potasse fixe le KOH. Donc en mesurant tout simplement le poids des différents récipients, ici il y en a de 2, mais en fait il peut y en avoir beaucoup plus, la potasse mesure la quantité de CO2 émis par le lapin. En pesant avant et après, nous pouvons avoir une idée, je dis bien une idée, sur la quantité de dioxyde de carbone éliminé rejeté par le lapin. Pour l'oxygène, ça ne cause aucun problème parce que c'est nous qui fournissons de l'oxygène à l'animal. Donc on sait combien il y a d'oxygène à chaque instant dans la cage. C'est l'oxygène inhalé. Inhalé, ça veut dire absorbé, respiré par le lapin. Donc cet oxygène est maintenu constant à l'aide d'un débitmètre qui maintient un manomètre, si vous voulez, qui maintient en constance le volume d'oxygène. Donc le volume d'oxygène est connu. Le volume de CO2, on peut le connaître grâce à la potasse. Donc on peut mesurer tout simplement le rapport CO2 sur O2, déterminer soit l'intensité respiratoire, soit le volume respiratoire, le volume d'oxygène inspiré par l'animal. Donc c'est ce qui est marqué ici, dans ce texte devant vous. On peut déterminer, avec une précision relativement bonne, le quotient respiratoire, c'est-à-dire comment est-ce que ce lapin a un bon ou un mauvais métabolisme, puisque vous savez que l'oxygène et le CO2 sont reliés directement à un métabolisme des aliments dans l'organisme. Donc il y a le rapport étroit entre respiration et alimentation. Ceci est très intéressant, à savoir par exemple par les nutritionnistes. Les nutritionnistes, c'est les médecins qui s'intéressent à la nutrition. La nutrition, c'est la qualité de l'alimentation. Alors, au lieu de mesurer, par exemple, dans des pays où les gens mangent mal, où il y a une mauvaise alimentation, au lieu de mesurer chez les enfants
le diamètre de leurs bras ou de leurs organes, on peut simplement mesurer leur quotient respiratoire et leur intensité respiratoire, et nous donne une idée beaucoup plus précise avec les appareils que l'on a maintenant du quotient respiratoire et de l'intensité respiratoire, et savoir quelle est la valeur de leur respiration, quelle est la valeur de leur alimentation. On peut également mesurer cela assez facilement dans des appareillages qui mesurent ce qui est éliminé, par exemple quand on a des levures dans des milieux, les levures respirent, et en mettant un système de gouttes colorées dans un système capillaire avec une règle, on peut déterminer la quantité de gaz émis par les levures. Ou la même chose pour des petits animaux, en mettant simplement, par exemple, de la potasse, en imbibant un coton de potasse et en fixant le CO2. Et on a exactement la quantité de CO2 que l'animal rejette par son organisme et mesure ainsi son quotient. Actuellement, nous avons des sondes qui permettent de mesurer la quantité d'oxygène, c'est ce qu'on appelle des sondes à oxygène, et nous avons des sondes à CO2. En travaux pratiques de biologie, ces sondes oxygène et CO2 nous permettent de connaître avec précision et en fonction du temps la quantité, ce que vous voyez ici, la courbe bleue dans le schéma, c'est la quantité d'oxygène absorbé par l'animal, donc il diminue, et en rouge la sonde CO2 qui nous permet de déterminer la quantité de CO2 émis par l'animal en fonction du temps. Donc c'est beaucoup plus pratique avec les sondes actuelles que les manipulations dont j'ai parlé précédemment.